Bonjour à tous, aujourd'hui je vais interviewer Dominique Seguin de la société Questio. Avec Dominique, on va voir comment mettre en place une machine commerciale pour une PME. C'est un top épisode. Dominique nous permet de comprendre comment analyser son organisation commerciale et comment mettre en place des mesures pour accélérer considérablement son développement. Je vous invite à la fin de cet épisode de noter sur Apple Podcast les héros de la vente 5 sur 5, ça me permettra d'être visible dans les classements, et également d'aller faire un tour sur vive.fr pour voir notre logiciel d'analyse et de coaching commercial. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Seguin. Dominique, bonjour. Salut Alexandre, ravi aussi. Alors, ouais, alors on va commencer l'épisode. Tu vas te présenter et nous présenter ton parcours et bien sûr la société pour laquelle tu travailles. Je te laisse la parole. Merci, merci. Donc je suis directeur général développement de Questio. J'ai un parcours, essentiellement dans la vente depuis, 20 ans maintenant, des postes, des fonctions de commercial terrain, notamment dans l'industrie, de la logistique, et du transport. Ensuite, des fonctions de chef des ventes, 1 équipes, que j'avais, la chance d'animer, assez jeune. Ensuite, des directions de grands comptes et puis la direction des ventes, de DHL en France, pour faire ce parcours, on va dire progressif, du terrain jusqu'à des fonctions, évidemment plus organisationnelles. Et puis depuis 7 ans, j'ai rejoint, Questio, comme directeur général en charge du développement. J'enseigne également aussi à l'ESCP, je suis prof de stratégie commerciale, hem à l'ESCP, donc aussi en contact avec des étudiants et ravi aussi de pouvoir, heu, expliquer les métiers de la vente et toute la richesse de ces métiers, notamment en ce moment puisque ça évolue beaucoup. Ok, ben merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots l'activité de Questio? Alors, chez Questio, notre métier, c'est le coaching commercial, heu, à 2 niveaux. Coaching commercial pour Ça les tombe bien. entreprises. Ouais, c'est ça, exactement, ça tombe bien. Coaching commercial pour les entreprises et coaching commercial pour les équipes. C'est vrai qu'on évoque souvent le sujet du coaching commercial pour les équipes, pour renforcer leurs compétences. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que l'effet de ce coaching commercial, il est encore plus puissant quand on peut, également adresser les sujets d'organisation, d'outils, de processus, on va en reparler. Donc on a aussi cette dimension d'aider les dirigeants et leurs équipes, à structurer, leur organisation commerciale. On a 50 experts, qui accompagnent nos clients dans une plateforme collaborative qui est la nôtre, et qui en fait regroupe tous les outils, de l'accompagnement. Ça va regrouper, du Zoom, du Trello, du Drive, des gestionnaires de tâches, un éditeur de texte, des fils de discussion, et donc c'est la possibilité pour l'expert d'aider, le client et son équipe tous les mois avec des sessions qui ont lieu, tous les mois, dans la plateforme collaborative. L'intérêt, c'est qu'en termes de rythme, c'est beaucoup plus centré sur la mise en œuvre et puis en termes de budget, ça permet, aux PME qui représentent, les 2 tiers de notre clientèle, ça leur permet, de pouvoir, se faire accompagner dans leur performance commerciale, en maîtrisant leur budget. D'accord, très bien. Donc ouais, en fait, vous partez du même postulat que moi avec Vive, c'est-à-dire que un commercial, on peut pas juste le former de manière ponctuelle une fois ou deux par an. C'est du coaching en continu qui lui permet d'être efficace et de performer. Ouais, exactement. On a vraiment la même vision que toi. C'est que, effectivement, c'est pas parce que, par exemple, on bouge les pièces sur un jeu d'échecs qu'on sait jouer aux échecs. Évidemment, c'est un peu plus complexe, et ça demande, comme toute chose, de s'apprendre progressivement. On n'apprend pas en une fois, à jouer du piano ou à faire du tennis. Il faut pratiquer. Je sais qu'il y avait un de tes invités qui récemment disait, «On sait tous conduire, mais combien sont vraiment des bons pilotes?» Et effectivement, c'est un peu ce sujet-là et je sais que toi tu partages ça aussi avec Vive. C'est vraiment pouvoir accompagner, dans la durée progressivement, les équipes commerciales, dans la maîtrise d'un métier qui est quand même très complet
et de plus en plus aussi complexe. Il faut apprendre de beaucoup, beaucoup de nouvelles choses, donc d'où l'importance de pouvoir, progresser, dans le temps, à son rythme. OK, bah, écoute, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va traiter un sujet, donc que tu as choisi, que je trouve, vraiment intéressant. Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment mettre en place une organisation commerciale, une machine commerciale dans une PME. Alors en fait, moi j'ai accueilli beaucoup de startups, de scale-up dans le podcast qui nous expliquent un peu comment ils fonctionnent. Souvent, ils sont partis dès le début d'une organisation commerciale assez poussée. Et toi, tu veux nous expliquer comment tu appliques ça à une PME qui a finalement déjà des process en place. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu traiter ce sujet? Heu, en fait, nous, on l'a vraiment vécu comme une PME. On a 15 ans d'existence, donc on avait la vie d'une PME, et quand on regardait les choses, effectivement de manière, factuelle, en fait, dès qu'on vendait beaucoup, on n'avait plus le temps de prospecter, on avait des ventes qui dépendaient de quelques bons commerciaux, on avait des clients qui contribuaient beaucoup plus, que d'autres, on avait, la difficulté à avoir des ventes qui soit prévisible. Quand on voulait, dans le business plan, se dire: «On va essayer d'avoir une croissance qui soit beaucoup plus forte», on avait du mal à savoir sur quoi est-ce qu'on pouvait vraiment agir. Donc en fait, on avait aussi l'envie, comme beaucoup de dirigeants, qui nous le disent tous les jours, on a envie de cloner, les meilleurs vendeurs, et on n'arrivait pas vraiment à sortir de cette logique de un peu aléatoire, et à un moment, on s'est dit: «Mais est-ce qu'il y a une fatalité à pouvoir, rendre ces ventes, prévisibles, passer dans un mode scalable? Est-ce que c'est réservé qu'aux PME, et quand on est une qu'aux startups, et quand on est une PME déjà en place, comment est-ce qu'on peut transformer son organisation pour avoir une machine, commerciale?» Et ce qui est intéressant, c'est qu'on discute avec des dirigeants de PME, ils ont l'intuition qu'il faut effectivement mettre plus de processus, plus d'organisation, plus de structuration, parce qu'ils le font dans tout le reste de l'entreprise. Et puis quand ils essayent de le faire pour leur propre entreprise, pour la fonction commerciale, souvent ils butent. Et donc c'est ça que j'ai eu envie de traiter, parce que je trouve que pour une PME, arriver à mieux prévoir ses ventes, arriver à avoir quelque chose qui soit plus réplicable, qui soit moins dépendant ou de quelques produits, ou de quelques clients, ou de quelques commerciaux, en fait, pour un dirigeant de PME, ça lui apporte énormément de sérénité, parce qu'il peut, déjà mieux prévoir, son flux de commandes, son flux de revenus, des prochains mois, et ça apporte quand même pas mal de sérénité pour un dirigeant de PME. Donc j'ai trouvé que c'était un bon sujet, et puis qui est vraiment, vraiment d'actualité en ce moment. Ouais, et donc quand tu m'as proposé d'aborder ce sujet, ça m'a fait penser, au livre que je cite souvent dans le podcast, hein, «From Impossible to Inevitable», Mmh. Oui. de Lemkin et Ross, et du coup, ouais, tu vas nous expliquer comment tu l'as mis en place toi, et c'est ça qui est intéressant parce que ce bouquin, malgré toutes ses qualités, ça reste, une vision américaine et il y a des choses, des fois, que tu te dis: «Bon, ça, c'est c'est un peu too much», et c'est bien de le voir, de voir un peu cette thèse appliquée à, une PME française, et du coup, je te laisse commencer. Comment vous de ça a été quoi le début? Qu'est-ce que vous avez, par quoi vous avez commencé, en fait? Alors je pense que, ouais, le début, ça a été de se dire, ce qu'on a fait jusqu'à présent, suffira pas pour, atteindre nos objectifs, de demain. Donc on a pris conscience qu'il fallait qu'on fasse les choses autrement, et on va dire qu'au niveau de la gouvernance de l'entreprise, avec Fabien Contet qui est le fondateur, et c'était important qu'il soit aligné. C'était de se dire effectivement, qu'on soit tous les 2 alignés. Comment est-ce qu'on va faire pour aligner notre organisation commerciale avec nos objectifs? Donc ça, je pense qu'il y a un vrai sujet d'abord au début, c'est de se dire, on est d'accord pour, se dire qu'il va falloir faire différemment que demain, parce qu'il y a une conduite du changement à opérer. Et donc il faut que déjà, à ce niveau-là, au niveau de la gouvernance, et du comité de direction, on soit aligné sur le fait d'adresser ça. Comment est-ce qu'on a fait? Il y a une deuxième règle, parce qu'on est dans des PME, donc faut être extrêmement pragmatique. Heu, c'est que moi, en tant que directeur du développement, le sujet, c'est que je devais mettre les mains dans le cambouis, pour reconstruire et repartir d'une feuille blanche, et arriver vers une organisation cible qui soit, une machine, commerciale, un système de vente.
Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est parti déjà, de la chaîne d'action de manière très classique. On commence par la prospection, on va vers, le sujet de la conversion, du closing et puis ensuite on a le sujet du pilotage, de l'ensemble de la chaîne et donc on va en reparler étape par étape, mais ce qui a été effectivement important, c'est de se dire que dès le début, j'allais moi-même reconstruire à partir de zéro toute la chaîne. Je vais partager des astuces et des bonnes règles qu'on a pu mettre en place pour pouvoir construire, toute cette chaîne. Ça veut dire effectivement que pendant 6 mois, 1 an, on a l'organisation qui tourne de manière normale, qui continue de vendre de la manière dont elle vendait avant et on développe en parallèle, progressivement, une organisation qui va être en test and learn, va itérer des nouvelles pratiques. Donc on laisse bien l'organisation stable parce qu'il faut continuer à faire le business et à rentrer, les commandes, tous les jours. Donc l'essentiel des équipes continuent de travailler normalement et au fur et à mesure, moi en tant que directeur, du développement, j'ai commencé avec un ou 2 commerciaux, avec le marketing, à reprendre de zéro, comme si on créait en fait une nouvelle entreprise dans l'entreprise. Ça veut dire qu'on n'avait pas les mêmes contraintes, on n'avait pas, les mêmes, on pouvait tester au quotidien, on n'avait pas de logique de performance immédiate. Et l'idée, c'était de pouvoir, réécrire, un nouveau chapitre avec des règles différentes et c'est pas évident, hein, parce qu'évidemment, ça demande de faire l'aller-retour entre, le modèle au quotidien qui tourne, qui est un peu plus opportuniste, qui est basé sur, du relationnel, sur, des bons clients, sur des commerciaux qui sont meilleurs que d'autres. Ça, on le laissait tourner et puis à côté, on essayait de repartir de zéro et c'est là où on a démonté le moteur, on a tout mis par terre et puis, on a commencé à réidentifier chacune des étapes. D'accord, et donc quand tu dis: «On a démonté le moteur», finalement, ce que tu as analysé et itéré, en fait, c'est votre cycle de vente et tu t'es dit, bah, commençons par le début, donc la prospection. Comment aujourd'hui on va chercher des nouveaux clients? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et une fois que tu as travaillé ça, ensuite tu es passé à la suite Oui, et alors exactement, c'est on a vraiment fait un peu comme une recette ou un peu quelque ouais, part, c'est une image qu'on avait souvent ici, quand on l'a vécu. C'est un peu comme quand tu creuses un tunnel, ben, en même temps, tu découvres ce qui se passe au fur et à mesure. Tu es toujours pas à la fin, tu es toujours pas de l'autre côté, mais au fur et à mesure, tu creuses, tu découvres et tu t'adaptes. Donc on est vraiment, parti de l'opérationnel qui était déjà de se dire, 1re étape de base qu'on a vécue, c'est de se dire, heu, on a notre objectif à 12 mois. Qu'est-ce qu'on veut faire en développement sur nos clients actifs et qu'est-ce qu'on veut faire, en croissance en termes de prospection pure? Donc on avait un arbre de flux, qui permettait déjà de séparer les 2 sources de revenus, le business existant et comment on peut développer et puis, la conquête pure. Et puis on est parti, sur le sujet de la conquête, de se dire, «Qu'est-ce que je dois livrer? Quelles vont être les étapes?» Et donc on a défini, plusieurs étapes qui sont les suivantes. Bah, d'abord je vais livrer, des rendez-vous avec des prospects, et on va voir qu'il y a toute une chaîne, c'est un peu l'iceberg. Le rendez-vous, obtenu avec un prospect, c'est la partie visible, mais il y a toute une chaîne, en amont, dont je vais reparler. Ensuite, comment de ces rendez-vous, je livre des leads qui soient qualifiés et comment, à partir de ces leads qualifiés, je livre, des prospects auxquels je vais faire une proposition, et ensuite comment je livre un client qui vient de signer et le fait de matérialiser des étapes, qui soient centrées sur quelque chose de mesurable, que du coup on peut reprendre dans le CRM, plutôt que de compter le nombre de découvertes ou de compter le nombre de négociations ou de compter des rendez-vous. On est vraiment dans une logique de livraison et ça veut dire qu'on met déjà le sujet d'avoir des activités très spécialisées. Après on peut les confier à différentes personnes, c'est un autre sujet, on pourra en reparler. Mais en tout cas, on a déjà des activités extrêmement spécialisées qu'on va pouvoir mesurer parce qu'elles sont très claires en termes de mesure, puisqu'on peut compter le nombre de rendez-vous qu'on a livrés sur une semaine donnée. Et ça, ouais, déjà, ça permet aussi de plus facilement comprendre toute la chaîne et de la découper. ouais. En fait, le fait de découper, comme ça les étapes, tout simplement de la vente, rendez-vous, lead, propal, signé, cette analyse là où il y a quelque chose à améliorer.
là où vous êtes bon et en fait, tu fais un peu comme les gens du marketing qui ont la méthode ARE, donc c'est acquisition, activation, rétention, recommandation, revenu. Mmh. En fait, ils analysent à chaque fois dans ce tunnel là où où ça marche. Par exemple, OK, l'acquisition, ils arrivent à acquérir du lead. Et là où ça déconne. Et par exemple, est-ce qu'ils, dans les gens qui arrivent sur leur site internet, combien de gens prennent un rendez-vous, par exemple? Et toi, tu fais pareil dans la vente. Ouais, alors en plus, au moment où je te le dis, je me dis effectivement tout le monde doit se dire: «Bon, ils ont quand même rien inventé». C'est assez évident, ils ont découpé la chaîne, c'est pas bien compliqué et où est-ce que ça change et que ça apporte quelque chose? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on avait une équipe de commerciaux, heu, qui faisaient toute la chaîne tout seuls. C'est-à-dire qu'ils trouvaient leur Ouais, rendez-vous, donc ils devaient, trouver leurs fichiers, trouver, les moyens d'obtenir leur rendez-vous. Ils envoyaient des emails, ils envoyaient des in-mails, ils taguaient sur Twitter, bref, ils essayaient de trouver tous les moyens pour obtenir un rendez-vous, puis après ils poussaient le ballon tout seuls jusqu'au bout. Et donc, là où pour des commerciaux, à nouveau, on est dans le cadre d'une PME qui doit essayer de passer sur un modèle de machine commerciale, en fait, avant, nous, on avait des joueurs qui poussaient tout seuls le ballon d'une cage à l'autre. Et ce qui était très nouveau dans notre fonctionnement, et on le voit, on a beaucoup de clients PME qui ont la même organisation, le fait de tout redécouper et de remettre des séquences d'activités et en se disant dans chaque séquence d'activité, qu'est-ce qu'on a vraiment? Par exemple, je vais prendre un exemple concret, beaucoup de commerciaux trouvent eux-mêmes chaque semaine tous leurs rendez-vous. Nous, par exemple, on s'est rendu compte que ça, c'est une activité à part entière. C'est déjà de bien faire le bon ciblage et un ciblage ultra précis qui soit borné en termes de potentiel avec des choses qui soient concrètes. Des clients, des entreprises qui, par exemple, sont dans la région lyonnaise, qui font je sais pas, de 1 000 à 5 000 salariés et qui sont sur tel code NAF et sur telle fonction. Donc déjà, on voit qu'on est sur quelque chose d'extrêmement, précis, et où on va pouvoir aller chercher la donnée, ensuite dans des bases. Et après, on a le sujet de se dire, il faut obtenir la donnée, donc il faut l'extraire et puis ensuite, il faut encore l'enrichir puisqu'il faut l'enrichir pour contacter la personne en emailing, et en téléphone fixe et idéalement en téléphone portable. Et ensuite, il faut mettre à disposition cette donnée dans le CRM pour que les commerciaux, et c'est là où il y a un passage de relais, donc en fait, il y a 90 qui est invisible. Et nous, par exemple, on a dédié, ce qui était complètement nouveau chez nous, on a dédié une personne 100 sur toute la phase amont, purement invisible, qui représente 90 de la recette et du succès final de l'obtention des rendez-vous de prospection. 90 c'est une personne à part entière qui fait ce ciblage, l'obtention de la donnée, l'enrichissement de la donnée, la mise à disposition dans le CRM, la création des workflows pour que ça pousse en permanence de la donnée nouvelle. Et il y a un passage de relais. Donc lui, il a livré de la donnée de qualité. Et là, on passe le relais à quelqu'un qui va émettre les appels sortants. Et par exemple, dans l'ancien modèle, on avait nos commerciaux qui passaient leur journée sur LinkedIn. Puis dès que quelqu'un semblait un peu sympa, ils l'appelaient, puis ils essayaient d'obtenir un rendez-vous. Et du coup, ils arrivaient à obtenir, je sais pas, aller un ou deux rendez-vous par jour quand tout se passait bien. Là, avec ce nouveau ouais, modèle, on passe quasiment, à un rendez-vous par heure. Donc ah c'est oui. vraiment là où, pour nous, c'était extrêmement nouveau et le fait de tourner, et de tout disséquer, en fait, sur le pilote qu'on a fait avec, allez, un tiers de l'équipe, même pas, cette petite unité qui commençait à structurer la machine de vente, en fait, au bout d'un trimestre, ils avaient un rendez-vous par heure. Et donc évidemment, là, pour nous, c'était un super succès et c'est là où on s'est dit: «OK, le fait de spécialiser les activités, ça nous permet vraiment, d'aller chercher plus de performance et de commencer à avoir quelque chose qui devient, réplicable». Ouais, ça c'est une des règles d'or, hein, du bouquin dont je te parlais au début. C'est effectivement, dès que possible, spécialiser en fait les commerciaux, Oui, l'équipe et avoir quelqu'un, bah, là tu nous dis en fait que tu la personne qui était dédiée à la phase amont, donc à la prise de data, oui. elle en fait finalement, elle n'appelle personne, elle prospecte personne. Ouais, elle prospecte Mais pas. Elle doit vraiment livrer tous les jours la quantité de données ouais, enrichies et mises à disposition dans l'outil au bon endroit, pour les commerciaux. Donc c'est vraiment un gros métier, ouais. c'est un job à temps plein. Elle produit de la donnée de qualité pour que les commerciaux puissent appeler.
Et tu sais ce qu'est enfin, j'imagine que tu sais, c'est juste pour, ma culture, Ouais, bien sûr. commerciale. Quels outils elle utilise, pour, enrichir cette donnée? Alors en fait, on va utiliser soit des bases dans le dur, du type, des par exemple des Diane, des Dun& Bradstreet, des Compass qui vont nous permettre d'extraire de la donnée assez précise, mais sur lequel on va avoir pas mal de retraitements pour pouvoir partir là de la personne, morale. Et on va utiliser Ouais, ensuite, tous les outils qui sont autour de la personne physique. Donc là, c'est LinkedIn Sales Navigator, ça va être des Lusha, ça va être, des, Casper, où là, on va aller, tourner autour de la personne physique pour l'enrichir, en termes de données. Et donc, le fait d'avoir, ces tous ces outils qu'il va falloir justement, et c'est là où c'est complexe, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de fichiers, on est sur nous des fichiers de 20-30 000 lignes. Ça veut dire qu'il faut rapidement, quand tu as des marchés potentiels de 20 ou 30 000 lignes, bah, effectivement, il faut commencer à un moment à avoir quelqu'un qui gère la donnée parce que ça devient un vrai métier. Et en plus, il faut faire correspondre les bases pour qu'au final, le commercial qui va appeler, lui, il est nom, prénom, email, téléphone fixe, téléphone portable et qu'il ait juste à émettre un appel. ouais, ouais, d'accord, très bien. Donc, et en fait, ce que tu nous as dit aussi, autre règle d'or, c'est, de vraiment travailler, la cible. Et donc quand tu me dis qu'elle fait du SalesNav, du Lusha, du Casper, en fait, elle a j'imagine qu'elle a un travail, quantitatif qui est de récupérer des bases de données de cibles, et après un travail qualitatif où elle traite ses cibles, par marché, et elle vous découpe ses cibles, en fait, Ouais, on c'est a ça? des approches sectorielles en fait, parce que on se rend D'accord, compte en tout cas dans notre métier pour le nôtre, c'est il y a vraiment des spécificités sectorielles, sur nos marchés. Et donc, on essaye de ouais, fournir, des approches qui permettent à des commerciaux d'être meilleurs sur tel ou tel secteur ou de préparer leur storytelling sur des use cases. Donc effectivement, on a toute une approche ensuite par secteur d'activité et donc le ciblage, il y a 3 millions d'entreprises en France. Déjà le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour resserrer le filet et le mettre au bon endroit? Parce qu'on peut pas évidemment pas, enfin ça a aucun intérêt de télécharger 3 millions de lignes. Donc il faut aussi qu'on maîtrise nos coûts, d'acquisition client et donc qu'on soit dès le début le plus proche de notre client idéal. Et donc là, le client idéal, c'est pas simplement ah ben tiens, ça va être tel ou tel secteur, là il y a du potentiel. Ce que va souvent faire un commercial tout seul si on lui donne pas la donnée propre. Par contre, là, nous, la personne qui est en charge du lead management, elle va faire tout ce travail avec le marketing, aussi avec nos meilleurs clients, en remplissant la carte d'identité de nos meilleurs clients. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Quels sont les critères distinctifs? Et on dit souvent, hein, c'est une règle, hein, pour trouver ses meilleurs prospects, il faut regarder à quoi ressemblent ses meilleurs clients. Comment est-ce qu'on les caractérise? Quels sont les facteurs qui semblent être corrélatifs? Et ensuite, aller rechercher dans des bases brutes tous les clients qui correspondent à ces profils idéaux. OK, très bien. Euh, Donc une fois que tu as cette ouais, tu voulais ajouter Ouais, quelque chose? je voulais rajouter quelque chose, c'est que sur, là, c'est vraiment la partie méthodologique, Ouais, et on va dire technique autour de la donnée. Ce qui était hyper intéressant sur cette première phase de prospection, c'est aussi on a tout écrit. On a coaché des heures entières les commerciaux sur la phase d'appel. On a par exemple découvert que quand on leur donnait des fichiers où on donnait la fiche LinkedIn du prospect à appeler, ben, ils perdaient du temps à aller sur LinkedIn, et puis derrière à se dire: «J'appelle, j'appelle pas». Donc en fait, on leur a donné à la fin nom, prénom. En fait, ils ouvrent leur, smartphone, ils ouvrent leur CRM, ils ouvrent la liste des contacts à appeler et ils ont juste à appuyer sur la fiche, ça numérote et ça démarre. Et là, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient passer de 10 appels par heure à quasiment 30 appels sortants par heure. On a tout enregistré, on a écrit tout, tout, tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait tous les jours, on avait l'obligation d'écrire tous les soirs pendant 10 minutes tout ce qu'on avait observé. Alors évidemment, au bout d'une semaine, c'était assez inintéressant. Par contre, au bout de 2 mois, on avait une matière brute absolument incroyable parce que tous les petits détails qui isolément n'avaient pas de sens, au bout de 2 mois, on a fait vraiment des découvertes qui nous ont permis de passer des caps assez rapidement. En fait, nous, on a vraiment le sentiment qu'en faisant comme ça, ce qu'on a fait à peu près en 3-4 mois, je pense qu'on l'aurait fait en quasiment en 18 mois si on avait fait un peu de manière simplement spontanée.
Ouais. Tu peux me réexpliquer, l'histoire de la fiche LinkedIn? C'est-à-dire quand tes commerciaux passent de 10 appels par heure à 30 appels, c'est quoi en fait? C'est simplement que vous avez, mis en place, le CRM, sur le portable Ah oui! et vous avez mis une liste déroulante en fait? C'est comment? En J'ai pas fait, avant, saisi on en fait. gérait sur un fichier partagé, où chacun avait, le nom du commercial, l'entreprise, nom, prénom du contact et puis on mettait les Ouais, coordonnées, enrichies, email, téléphone, et puis on mettait même pas le téléphone, on mettait, simplement le lien LinkedIn et donc le commercial devait cliquer sur le lien LinkedIn et puis derrière, il allait récupérer la donnée enrichie, typiquement sur du Lusha ou du Casper et là, il tapait le numéro dans son téléphone et ça, en fait, ça prenait déjà, il sélectionnait ceux qui s'appelaient donc on en perdait parce qu'ils disaient: «Ah ouais, mais celui-là, je le sens pas, donc je vais pas l'appeler» et puis en plus, ils cherchaient eux-mêmes à enrichir la donnée, donc tous ceux qui étaient pas disponibles sur les petits moteurs de recherche de téléphones portables, bah, ils se retrouvaient à devoir dire: «Ah bah, c'est l'information n'est pas disponible» et donc là où on a vraiment passé un cap, c'est qu'on leur a livré directement dans leur CRM la liste enrichie uniquement sur ceux où le numéro était disponible et en plus, ils peuvent plus aller sur LinkedIn, donc ça veut dire qu'ils ne font qu'appeler et il ne prépare pas l'appel de prospection en commençant à regarder l'historique de la personne. Et donc évidemment, on a un peu moins potentiellement peut-être de qualité l'obtention du rendez-vous. Par contre, on a un tel gain en termes de productivité quand on multiplie par 3 le nombre d'appels, même si, sur un ou 2 appels, on sera un peu court parce qu'on ne sait pas exactement ce que fait la personne. Par contre, en termes de volume, bah, effectivement, à 30 appels par heure, tu es à peu près certain que tu finis par avoir ton rendez-vous par heure, par commercial. Et donc ça, c'est ouais vraiment en des fait, sujets de productivité qu'on a trouvés au fur et à mesure et qui nous ont aidés à raccourcir le cycle. ouais, alors c'est marrant parce que j'ai fait un épisode que j'ai pas encore publié sur la productivité commerciale. Oui, Et effectivement, une des règles aussi que l'invité m'explique, c'est qu'il prépare sa base de données de téléphone la veille, donc une cinquantaine de personnes à appeler. Et comme tu dis, le commercial a pas trop le temps de se poser la question, ben, il fait quoi, quel est son historique, etc. Il déroule simplement le matin ses 50 numéros à faire. oui, Et c'est comme ça qu'il obtient 10 appels qualifiés, 3 rendez-vous sur ces 10 appels. Et en fait, on joue sur finalement la statistique de conversion. oui, Et plutôt que d'avoir des leads où tu vas réfléchir à quel est son historique. Ça, c'est finalement l'étape d'après. C'est une fois que tu as eu le rendez-vous, tu pourras faire ce travail-là. exactement. C'est-à-dire que, là, il y a une équipe, on l'a vu, qui a livré de la donnée qualifiée. Il y a une équipe qui passe les appels, et eux, ils doivent livrer des rendez-vous. Donc ils remplissent, les agendas des commerciaux qui, eux, font uniquement la découverte et le closing. Donc ils remplissent leurs agendas et eux, ensuite, là, effectivement, ceux qui vont avoir dans leur agenda, ils ouvrent leur agenda de la semaine. Ils ont à peu près, 4 à 6 rendez-vous par jour dans leur agenda qui sont vraiment des Ouais. R1, donc c'est vraiment l'entretien de découverte, de qualification, on l'appelle comme on veut et là, effectivement, ils commencent à préparer et effectivement, bien sûr, ils peuvent se retrouver avec des rendez-vous qui ont été pris sur des cibles, éventuellement, qui seraient pas tout à fait intéressés. On a évidemment, on est très vigilant et on remonte en boucle courte justement au lead manager, attention en ce moment, on obtient des rendez-vous sur des cibles qui sont un peu moins pertinentes pour nous. Donc il y a une boucle, en 10 jours, on est capable de dire: «Attention, en ce moment, le fichier qu'on reçoit est moins bon». Et comme on a cette boucle qui est courte, on met pas 6 mois à le voir et là, à partir de là, ceux qui sont sur la conversion, effectivement, ils ont toute leur préparation de rendez-vous. Ils vont sur la fiche LinkedIn, ils vérifient, quelques fondamentaux qui sont importants de vérifier dans notre métier et ils appellent leur rendez-vous et ils ont leur rendez-vous de 30 minutes, de découverte et de qualification où là, ils doivent livrer, au bout de 30 minutes, ils doivent livrer du lead qualifié ou, du lead à nurturer, ou alors, du lead à supprimer, s'il y a pas d'intérêt. Donc là, tu nous dis aussi, toujours dans la spécialisation de tes équipes, que tu as des gens qui font le premier appel, donc pour caler un rendez-vous. L'objectif est de caler un rendez-vous. Et après, tu as une autre personne, un autre commercial qui va faire le premier rendez-vous de découverte et de qualification, enfin, plutôt de découverte. C'est Exactement, ça, hein? exactement, Ok. et donc ça, on l'a fait au fur et à mesure parce qu'en fait, moi, j'étais dans l'équipe, en pilotage, mais j'étais aussi dans l'équipe,
dans l'accompagnement et dans le fait que je l'ai vraiment fait tous les jours avec eux. Donc j'avais une part de pilotage et une part de mon activité qui était, de faire, la prospection. Donc j'ai vécu moi-même et ça, c'est important je pense parce que ça a vraiment, ça nous a permis d'aller sûrement encore plus vite parce que je l'ai observé tout de suite. Par exemple, le fait de cliquer, sur le lien LinkedIn, puis d'aller enrichir la donnée. Au bout d'une semaine, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, c'est pas optimisé. On doit absolument pouvoir fournir un fichier qui est tout de suite enrichi». Sur, D'accord. la découverte, pareil, le fait de faire les rendez-vous et puis de se dire: «En fait, en une demi heure, ça suffit pour avoir détecté un intérêt, un projet, des éléments de travail». Il y a pas besoin que les rendez-vous, par exemple, durent 1 heure. Donc on a, nous, aujourd'hui, un script précis, qui permet, de la première minute jusqu'à la 30e minute et évidemment après on joue avec l'agenda, du rendez-vous. C'est la vraie vie du rendez-vous commercial. Mais on est arrivé au fait, au début, on faisait des rendez-vous d'1 heure, on faisait des rendez-vous de 10 minutes et puis on s'est rendu compte, en le faisant, à nouveau là pendant 4-5 mois, on s'est rendu compte que le bon format, idéalement, c'était une trentaine de minutes et que ça répondait beaucoup mieux en taux de conversion vers le R2 et le R3, que lorsque c'était un autre timing. Et Dominique, juste, là, tu es passé sur la conversion. Ouais. Juste pour, finir sur la partie prospection, à un moment donné, tu nous as dit, que vos équipes notaient les rendez-vous, et vous aviez ça vous avait permis de travailler sur des détails et de comprendre, des choses qui de comprendre des choses. Alors déjà, le fait de noter, et cetera, moi, ce que je permets à mes prospects, c'est d'enregistrer, de filmer. Je voulais savoir, c'est quoi les choses que tu as notées en faisant ça? Alors, si je prends vraiment la partie de prospection, c'est tout le traitement des Ouais, objections. C'est, OK. en fait, déjà les 10 premières secondes, comment est-ce qu'on accroche, son interlocuteur, qu'on vient d'appeler, essentiellement, sur sa ligne directe ou sur son, téléphone professionnel, son mobile professionnel. Comment est-ce qu'on l'accroche dans les 10 premières secondes? Il y a un il y a un concept, hein, c'est que la prospection dans le dur, c'est un métier d'interruption. On interrompt quelqu'un qui était en train de faire autre chose, donc il faut avoir en tête que dès la première seconde, on a quelqu'un qui est dans une posture de rejet et de protection. Donc il faut tout de suite trouver les bons mots, le bon rythme, la bonne tonalité pour que les 10 premières secondes permettent, de changer la posture de son interlocuteur pour qu'il soit réceptif à écouter, et être disponible pour encore, allez, 30-40 secondes et donc le fait de tester, mais comme on le fait en A/B testing d'emailing, hein, le fait de pouvoir tester et d'écrire, toutes ces séquences, de les enregistrer en audio, filmer, et d'en avoir, 50 ou 100, en fait, ça nous a permis d'analyser, les taux de conversion. On définissait les scénarios, on testait sur, 100 appels, puis ensuite on voyait le nombre de rendez-vous et on disait: «Tiens, ça réagit beaucoup mieux quand on le fait de cette manière-là» et donc ça nous a permis ensuite d'arriver à aller 2-3 scénarios, je suscite l'intérêt et je capte l'attention, puis ensuite je pitch et quels sont les pitchs qui fonctionnent bien et enfin comment, je gère la partie des objections, et qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter les objections classiques? Et puis comment est-ce que j'ai jamais aucune question dans l'intégralité, de mon pitch de prise de rendez-vous qui dure, 40 à 50 secondes et je dois jamais avoir de format interrogatif, et on a par exemple une formule, de clôture qui est, «Bah, écoutez, je vous propose c'est qu'on croise nos agendas pour, trouver 15-20 minutes par téléphone, dans les 15 prochains jours. Je peux vous proposer le mardi ou le jeudi». On connaît tous la technique, mais par exemple de formuler: «On va croiser notre agenda», ça évite ces questions interrogatives du type, «Quand est-ce qu'on peut se parler? Est-ce que vous seriez disponible?» Et on est vraiment en permanence dans une logique qui allie, beaucoup d'assertivité et ça, on le travaille avec, les commerciaux et le fait d'avoir filmé, d'avoir fait, justement du coaching, pendant des heures entières, on les aide à développer cette assertivité parce qu'ils peuvent regarder les replays, ils peuvent voir où ils sont moins à l'aise et on peut vraiment les coacher et les faire grandir. OK, très bien. Bon, bah, je suis content de t'avoir posé cette question. Ah oui, oui, C'est quand même, l'outil, c'est hyper super pour ça. important, ouais. OK, donc vous avez, itéré, sur tous ces appels en notant ce qui marchait, ce qui marchait pas. Oui et ça, je pense qu'aussi c'était très nouveau. Je pense que ça se fait beaucoup, quand on crée une entreprise, une start-up, mais dans une PME, Ouais, quand on n'a pas l'habitude, de tout enregistrer, de tout capitaliser, de tout observer,
souvent on laisse faire et ça peut fonctionner évidemment. Simplement, ça va mettre beaucoup de temps parce que le temps d'arriver à consolider toute l'expérience de tout le monde, en fait, on va avoir beaucoup de pertes, et le fait, nous, de tout écrire, de tout, voilà, consigner, ça a été un gros boulot, hein, parce qu'il c'est de la discipline, il faut s'y astreindre, il faut faire le business, as usual, tout le temps, et en même temps, ça nous a vraiment permis, au bout de 2-3 mois, de commencer à voir les comportements, les techniques qui fonctionnaient mieux. Ouais. Hem, pour finir sur la prospection, avant de passer à la conversion, tu m'avais parlé aussi du phoning en équipe. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, alors, phoning en équipe, nous, on a ce qu'on appelle les golden hours, les heures en or, on a des samba et en fait, le gros principe, c'est que, on a vraiment la conviction et notamment dans un modèle qu'on voulait réplicable et qu'on voulait, a avec des changements d'échelle qui soient rapides et une croissance qui soit pas linéaire, mais qui soit vraiment, très forte. On a eu la conviction très rapidement de dire: en fait, nos commandes de demain, c'est notre prospection d'aujourd'hui, et donc le plus important dans l'agenda, des personnes qui sont en charge de la prospection, c'est que dès le début du mois, les séquences de prospection, soient mises dans l'agenda et soient surtout pas la variable d'ajustement de tout le reste. Et donc Ouais, l'idée, c'est que dès le début du mois, on a calculé le temps de prospection mensuel qu'il faut. Ça peut être 2 heures par jour, ça dépend des personnes et donc elles ont des samba tous les jours, qu'elles font de manière collective et où elles se challengent ou derrière, ça peut être, une partie de ping-pong, pour aller, faire un gros break quand on a passé 2 heures de phoning et donc on a vraiment institutionnalisé, la démarche en termes de rythme et aussi, en termes de fun parce qu'il faut un mental de guerrier pour faire du phoning. Il faut, être capable, de rater des appels, d'avoir des échecs et la minute d'après, de réussir à obtenir son rendez-vous. Donc c'est quand même des parties très, très courtes où d'un point à l'autre, d'un appel à l'autre, on échoue ou on réussit et donc voilà, on a essayé de créer un environnement qui soit fun, qui soit agréable, qui soit motivant, qui soit stimulant et aussi où tout le monde progresse et apprend des autres, au fur et à mesure. ouais et puis l'intérêt de faire ça en équipe, c'est que, tu peux, dans le même bureau, tu peux, discuter de ce qui a marché, ce qui a pas marché sur le call qui vient de se passer. Ouais, la boucle est courte et ça a été aussi, déterminant pour apprendre vite, parce que vraiment quand on a, 4-5 commerciaux qui appellent en même temps et vous faites ça pendant, 2-3 mois d'affilée et vous en permanence vous vous dites: «À la fois je fais et à la fois j'essaye de prendre de la distance sur ce que j'ai fait pour continuer à l'améliorer». Et je l'écris tous les jours, les commerciaux devaient vraiment écrire tous les jours dans notre fil de discussion sur notre plateforme. Ils devaient partager, tout ce qu'ils avaient observé et beaucoup de choses isolément à nouveau avaient pas de sens. Par contre, quelqu'un lisait, le texte d'un autre et se disait: «Mais en fait, là, il y a un truc génial qu'il faut qu'on change» et donc on avait vraiment une capacité d'amélioration qui était dans un cycle beaucoup plus court, que si on l'avait fait de manière un peu traditionnelle où chacun était dans son coin. Et ça, on l'a fait vraiment, on a inventé au fur et à mesure cette manière de faire. On a trouvé notre équilibre en le faisant de cette manière-là. OK. Bon, bah, très bien. Bah, si tu veux bien, on repasse à la conversion. Oui, oui. Donc une fois que tu as eu ce rendez-vous et que tu arrives donc, tu as la deuxième partie de ton équipe qui va faire le rendez-vous de découverte. Il va falloir emmener ton prospect jusqu'au closing. Là, c'est quoi les finalement ce que vous avez, travaillé? Alors, à nouveau, on a essayé de sortir de la formule, heu, consacrée qui consiste à dire: «J'ai un cycle de vente». Je Ouais, crois que c'est vraiment pas toi que je vais convaincre parce que, tu en parles dans beaucoup de tes podcasts. C'est que, le cycle de vente, il est auto-centré sur le commercial et donc, évidemment, c'est complètement contradictoire avec une démarche qui consiste à se centrer sur son client et à s'assurer plutôt de savoir si je suis en capacité de vendre, c'est plutôt de se dire: «Comment est-ce que je m'assure que mon client est en capacité d'acheter?» Et donc on se remet dans les chaussures du client, quand on l'appelle souvent pour lui tout va bien et à ce stade, il n'a pas encore forcément conscience qu'il peut avoir des problèmes. Donc du coup, la 1re étape qu'on demande à nos commerciaux, c'est: «Comment est-ce que vous aidez, votre client à passer d'une phase de, "je pense que tout va bien" à une phase vers "je comprends que je peux améliorer des choses ou que je peux régler des problèmes"?» Donc ça, c'est le 1er objectif du R1, c'est d'emmener une bascule,
vers un état où tout allait bien, vers une approche où on commence à identifier pour le client, il commence à comprendre qu'il pourrait améliorer son organisation ou qu'il pourrait régler des problèmes existants. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail-là, on va avoir un 2e échange et après, on séquence, en fonction de son business, le nombre d'échanges et ce qui est pertinent, bien sûr. Plus c'est explicite et plus on va pouvoir aller un peu plus vite. Plus c'est implicite, plus il va falloir laisser au client le temps de prendre conscience qu'il peut faire, différemment. Après, on va beaucoup travailler la quantification, des problèmes ou des Problème. avantages pour le client. Donc là, on va travailler notamment avec toutes les techniques du spin selling que tu as déjà abordées et qui nous constituent une partie des méthodes qu'on trouve vraiment efficaces et qui n'ont pas pris beaucoup de rides. Le spin selling, ça a une vingtaine d'années et je pense que une méthode de vente qui marche, il y en a des milliers. Une méthode de vente qui marche, c'est une méthode de vente où on signe à la fin. Et où en tout cas le client a envie de bosser avec vous à la fin. Et je pense que pour le pratiquer depuis une vingtaine d'années, le spin selling a vraiment pas pris beaucoup de rides. On peut le mettre à jour, mais en tout cas dans sa structure, sa colonne vertébrale, il a vraiment, pas à rougir parce qu'il a toujours une efficacité à pouvoir aider un client à ancrer, l'impact de la non-action. Il y a dans un de tes podcasts, on parlait de l'aversion au risque, et donc du coup, c'était avec Georges, on parlait de l'aversion au risque et effectivement le spin Ouais, permet d'amplifier cette logique d'aversion au risque. Et ouais. donc on a écrit chaque étape pour arriver à un script conversationnel qui soit utilisable par les commerciaux pour s'assurer qu'ils ont fait une qualification complète des enjeux du client. Donc on a notre méthode, qui permet de screener en 30 minutes, des enjeux du client et de le faire bouger dans sa posture. D'accord. C'est donc là une méthode, que vous avez, entre guillemets, «créée» ou vous êtes partis, toujours du spin selling, Alors on est parti du spin selling et on l'a, écrit, adapté de manière adaptée à notre business. Donc on est d'accord, parti, parce que souvent on nous dit: «Mais quels sont», pour ceux qui connaissent le spin ou qui veulent s'y intéresser, souvent on nous dit: «Mais comment est-ce que je trouve mes bonnes questions de problème?» Et généralement je trouve pas les bonnes questions de problème. Et donc il y a une règle là-dessus, c'est qu'il faut évidemment partir de votre proposition de valeur. Il faut partir des bénéfices que vous apportez à votre marché, aux problèmes que vous réglez et du coup, il faut en miroir, en amont, remonter la chaîne et se dire: «Quelles sont les questions que je vais poser qui vont me permettre d'arriver par rebond vers le bénéfice que j'apporte?» Et donc ça permet de lister les questions qui sont les plus importantes dans le spin en termes de formulation, c'est les questions de problème et puis après on a les questions d'implication qui permettent d'aller quantifier, l'impact du problème ou de l'avantage pour le client. Mais trouver les bonnes questions de problème, c'est souvent pas simple et je vois beaucoup de commerciaux, nous, qu'on les accompagne, qui butent sur le fait de poser des questions de problème qui vraiment bousculent le mode de pensée du client qui, à nouveau, quand il reçoit votre appel, lui, tout allait très bien jusqu'à ce que vous l'appeliez. Donc c'est comment le faire bouger dans sa posture et c'est lui qui doit bouger pour que vous puissiez vendre. Parce que pour qu'on puisse vendre, il faut qu'il achète et donc il faut qu'il bouge dans sa posture. ouais, Et ça OK, aussi, très c'était bien. très différent, nous, par rapport à ce qu'on faisait avant, dans un mode plus conversationnel où chaque commercial avait un peu ses techniques. Avant qu'on fasse cette forme de pivot, on avait autant de techniques de vente et quelque part autant de méthodes commerciales que de commerciaux. Donc on les avait formés, on avait fait des choses qu'on pensait déjà très bien, mais en fait, on leur mettait pas à disposition un canevas qui vraiment les aide à structurer leur conversation et leur permet de se concentrer sur des outils du dialogue, sur la manière d'amener la conversation et on les laissait beaucoup trop trouver eux-mêmes les questions et on a vu la différence, hein, évidemment, le nombre de leads qualifiés à l'issue de la phase de découverte, on a quasiment, au bout de 6 mois, on avait doublé. Ça veut dire qu'à sur les mêmes volumes de prospection, on doublait le nombre de leads qualifiés. Donc on avait 2 fois D'accord. moins de pertes. Donc c'était quand même, pour nous, c'était un évidemment, ça veut dire qu'à coût identique d'acquisition, on avait 2 fois plus de leads qualifiés juste en changeant, la Les nature de la questions. conversation. Donc c'est pas inintéressant, hein. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, et donc ce canevas, en fait, tu l'as dans un playbook, c'est ça, C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, et donc c'est un document partagé, tes commerciaux quand ils ont leur rendez-vous de qualification, ils ont ce document ouvert et ils peuvent faire un ping-pong entre leur discussion avec leurs prospects et ce document ouvert?
Ouais, exactement. Ils ont le document qui est ouvert, qui est vraiment, obligatoire, sur lequel moi je les coach et du coup ça permet vraiment de les aider sur, l'intégralité de la chaîne et ce qui est intéressant et Ouais, on n'en a pas parlé mais ça recouvre le sujet prospection, conversion, c'est qu'en fait un commercial qui rentre chez nous, il commence par la partie, prospection et puis quand ouais, il a, pendant 6 mois, démontré, parce que la prospection c'est quand même, une partie difficile et donc ça permet vraiment, de travailler beaucoup de qualité, d'un commercial qui sera ensuite amené à faire du closing. Donc une fois qu'il passe la prospection, en fait, il va ensuite travailler uniquement de la qualification et il doit son on va le challenger sur le nombre de leads qualifiés qu'il va livrer et puis il y aura ensuite un commercial qui reprend la partie plutôt, closing, négo, finalisation et donc ouais. on découpe la chaîne et les commerciaux doivent progresser un peu en compagnonnage entre ceux qui ont déjà qui font toute la chaîne tout seuls et ceux qui se font juste au fur et à mesure, une étape par une étape et donc en général, nous, ils mettent à peu près, allez, 9 à 18 mois pour couvrir l'intégralité de la chaîne et être capable, de faire, toutes les étapes de la conversion en solo. D'accord. Est-ce que tu as des commerciaux qui te disent, bah, moi en fait, je préfère faire le closing et pas ce qui est avant, ou je préfère faire la qualification, Alors, ils ont tous ou 20 ça? de leur temps en prospection. Ça, c'est, ils on Ok. a des gens qui font que la prospection. J'ai des SDR qui ne font que la Ouais, prospection, toute la journée, mais on a enrichi leur métier de SDR, et évidemment, ils font pas que du phoning, ils font plein d'autres activités de relance, mais on a vraiment des personnes qui ne font que le SDR. Par contre, ceux qui font la conversion ont toujours 20 de leur temps, pour qu'ils aient toujours en tête que le métier le plus dur, c'est d'aller obtenir le rendez-vous. Donc ils ont 20 de leur temps dédié au phoning et après ils font, découverte puis conversion. d'accord, d'accord. Ça peut être une prochaine étape, que tu aies ensuite des personnes, plutôt des account exécutifs qui fassent finalement que la conversion, enfin entre guillemets, Alors qui sont ouais, responsabilisés sur la on conversion. peut encore bouger un peu là-dessus. On a, le poste le plus abouti, c'est qu'on fait, sa découverte, son R2, sa proposition, sa négo et qu'on va jusqu'à la signature. En fait, on se rend compte que le fait qu'il y ait pas de rupture pour le client en termes de Ouais, contact, c'est plutôt positif. On pourrait redécouper, et puis après ça dépend aussi à la vitesse à laquelle avance, chacun des commerciaux. Il y en a qui avancent vite sur toute la chaîne, il y en a qui mettent plus de temps. Donc nous, en fait, on veut leur permettre, de progresser et en fait, ça permet aussi de créer de l'intérêt dans le poste, et donc oui, d'avoir des marches à franchir qui sont aussi, moins hautes. Parce que quand on donne à un commercial toute la chaîne de conversion, bah, déjà, on peut griller des cartouches pour l'entreprise, donc c'est un peu dommage et puis ensuite, ça veut dire que, on va mettre un peu en tension un commercial qui peut-être est très bon à découvrir des leads et à les qualifier, mais qui a plus de mal à convertir, donc à closer. Et pourquoi le laisser dans sa zone d'inconfort? Autant lui laisser un peu de temps, progressivement, en plus en binôme, parce que du coup, quand il va commencer à faire de la conversion, c'est-à-dire du closing pur, en fait, il va le faire en binôme. Donc son temps de progrès, on trouve, nous, est bien meilleur. et ouais, ouais, c'est une des problématiques, effectivement, quant à cette spécialisation, c'est que le SDR, finalement, à un moment donné, soit frustré Mmh. de pas faire, la vente, Bah, quoi, nous, hein, le de SDR, faire peut, juste, au bout d'un an, il peut ouais, passer, commercial, en fait, et donc aller sur la d'accord, conversion. d'accord, ouais, donc là, en fait, SDR, c'est plutôt des populations, entre guillemets, «juniors», Oui. et une fois qu'ils sont bien formés, tu peux les passer en conversion, tout en sachant qu'ils feront toujours 20 de prospection. Exactement, ouais, ouais, complètement et on voit, hein, que ils aiment le faire et en plus, comme ils ont toute la chaîne, ils apprennent beaucoup de choses sur le marché, sur leurs prospects. Ça les oblige à bosser leur voix en permanence, leur posture. Donc en fait, c'est pas quelque chose qu'ils vivent mal, 20 sur un mois donné, ça fait à peu près, allez, 1 heure par jour de phoning donc c'est très raisonnable. Donc c'est plutôt quelque chose qu'ils vivent bien. OK, très bien. Bon, bah, merci pour ces explications sur ça. C'est toujours intéressant de voir comment tu agences en fait, bah, ces spécialisations de tâches, parce que en fait, c'est ça souvent l'enjeu, c'est quand tu t'adresses à une entreprise qui a une organisation entre guillemets classique,
c'est souvent l'objection que tu as, c'est oui, mais moi, si je spécialise les commerciaux, ils vont être frustrés, en fait. Oui. Mais on voit que tu as des solutions, quoi. Ouais, on peut tout à fait, parler plutôt d'activités spécialisées, donc de temps dédié et déjà d'avoir une seule équipe Ouais, qui peut-être va tout faire, mais qui a des activités, dédiées, et distinctes dans son agenda, de manière structurée. Déjà, c'est, une marche qu'on va faire franchir, à l'équipe commerciale. Typiquement, de commencer le mois en mettant le nombre d'heures de prospection qu'on veut faire à ces commerciaux, c'est déjà une première étape et après il y a la deuxième étape qui est clé, c'est quelles, données enrichies et de qualité on donne au commercial pour qu'il ne passe ces 2 heures de prospection qu'à faire du phoning et pas en fait à passer, 2 heures à essayer lui-même de construire son fichier, et donc évidemment d'être assez peu efficace et en plus, avec un taux de succès qui est faible donc c'est pas très motivant. Quand vous faites 2 heures et que vous avez 2 rendez-vous, et que ces 2 rendez-vous, c'est votre signature un mois plus tard, je peux vous dire que c'est ultra motivant. ouais, ouais, bien sûr. Hem, D'accord, d'accord, Dominique. Donc là, tu nous as bien expliqué la partie conversion. Tu avais une troisième partie dont tu nous as parlé au début, qui est donc le pilotage. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la conversion ou on non, passe non, 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 à l'explication du on peut parler du pilotage? pilotage, ouais. Ok, bah, vas-y. Heu, j'y vais, j'y vais. Bon, on va faire assez court sur le pilotage, mais parce que je pense que c'est déjà Ouais, assez riche sur le début, mais le pilotage, c'est là où moi ouais, j'ai un peu repris mon rôle dans cette aventure qu'on a eue pendant une année de construction de toute cette chaîne. ouais, C'est que là, j'ai repris un peu mon rôle de se dire, bah, il faut qu'on puisse mesurer. On sait bien que si on mesure pas, on peut pas, savoir sur quoi intervenir, on peut pas, identifier les leviers sur lesquels agir. Donc on a très rapidement, construit des tableaux de bord et une des règles, c'est que mes tableaux de bord étaient les mêmes que ceux de mon équipe commerciale et donc tous les lundis matins, de 9 heures à 11 heures, on part du tableau de bord et on part d'une part des résultats de la semaine précédente. On y passe 10 du temps parce que le principe, c'est qu'on peut pas refaire l'histoire. Donc on regarde juste ce qui s'est passé la semaine d'avant et on se concentre sur la manière d'organiser, la semaine à venir et donc là, on va, essentiellement concentrer nos discussions, non pas sur les résultats à atteindre, parce que les résultats, une fois qu'ils sont, fixés en termes d'objectifs, on peut pas agir sur des résultats et ça, c'était aussi assez nouveau pour nous. On avait tendance parfois à un peu plus mettre l'accent sur, «Ah, il faut que tu fasses tes ventes cette semaine ou ce mois-ci» et la réalité, c'est qu'on peut pas agir sur des objectifs. Par contre, on peut agir sur les moyens qu'on met en œuvre et donc le cœur de la discussion de lundi matin, c'est de s'assurer qu'en termes de volume, de rythme, d'organisation de l'agenda, on ait bien tous les moyens qui soient bien, organisés pour chaque commercial, et donc ouais, on prend beaucoup de temps sur l'organisation de la semaine, et les volumes à chaque étape de vente. Combien de propositions, combien de leads qualifiés, tes heures de phoning, elles se sont bien, précisées et on suit les volumes et tout le monde a les informations de tout le monde. Donc moi, j'ai les mêmes tableaux de bord qu'eux et c'est eux qui commentent leur propre tableau de bord. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un mode d'auto-coaching parce qu'on croit beaucoup à ça. On pense que ça correspond aussi beaucoup mieux à ce que, des jeunes générations, pour des commerciaux veulent vivre. On leur dit pas on lit pas le tableau de bord à leur place en distribuant, comme moi je l'ai beaucoup vécu dans d'autres vies, les bons et les mauvais points. Chaque commercial, prend ses tableaux de bord et se les approprie et les commente et c'est lui-même qui se challenge et qui dit: «Ben, voilà comment je vais m'organiser pour réussir ma semaine». ok, très bien. Donc tu leur laisses une autonomie là-dessus. Ouais et puis on a construit les tableaux de bord ensemble, voilà, on a essayé de se dire: «Voilà, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que vous voulez voir? Quelles sont les informations que vous voulez voir?» et alors, on a beaucoup de gens qui disent souvent, «Ouais, mais le CRM, il est pas utilisé par les commerciaux, il est mal rempli». Mais en fait, comme là, ils sont les premiers utilisateurs de la donnée qu'ils ont remplie ou pas, en fait, très rapidement, c'est vertueux parce que comme ils voient des tableaux de bord qui leur sont utiles, en fait, ils ont vraiment envie de remplir l'information de manière correcte. Donc on n'a plus besoin de les convaincre d'utiliser le CRM. C'est qu'eux, ils ont sur leur tableau de bord de leur voiture de course, ils savent tout de suite sur les trois quatre éléments clés où est-ce qu'ils en sont et comme ils et ça leur sert à eux pour piloter leur activité. Si par exemple, ils voient qu'ils n'ont pas assez de leads qualifiés, ils le voient dans leur tableau de bord, ils savent tout de suite qu'il faut mettre un peu plus de prospection. Donc en fait, quelque part, c'est une boucle qui est vertueuse pour eux parce ils le décident eux-mêmes et on n'a pas besoin de leur dire: «Attention, faut remplir ton CRM, c'est utile». Ils ont pas besoin d'être convaincus. Ouais. Là, vous utilisez quoi comme CRM? On est sur, HubSpot. Ok.
HubSpot qui est passé Jules Pérignon est passé dans le podcast. C'est un responsable France d'HubSpot. Oui. Sur le pilotage, du coup, là, c'est quoi la grosse modification que vous avez opérée? C'est de se centrer sur les activités de la semaine à venir Ouais, et donc, s'assurer donc, qu'effectivement eux-mêmes décidaient des bonnes activités et arrivaient à décider de leurs 20-80 tous les jours. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux. On peut parler des routines. On en avait parlé ensemble sur le sujet des routines et des outils. C'est qu'il y a un gros sujet sur lequel on a bossé. C'est comment est-ce qu'on passe d'un agenda subi à un agenda choisi. Qu'est-ce qui va ouais, créer de la valeur dans mon poste et dans mes objectifs versus tout ce qui me vient quand on est commercial. On a beaucoup de choses qui vous viennent de partout, beaucoup de demandes. Et donc, passer ouais, d'un agenda subi à un agenda choisi, c'est se dire tous les jours quelle est ma loi de Pareto de ce qui est vraiment important d'ici ma fin de journée. Qu'est-ce qui va créer beaucoup de valeur sur 10 heures de boulot, on peut très bien finalement se rendre compte qu'il y aura peut-être qu'une ou 2 heures qui seront les plus impactantes de la journée. Et c'est ça, je les aide vraiment à travailler ça pour être sûr qu'ils soient concentrés. Et je leur dis à la rigueur, vous bossez que 2 heures aujourd'hui, par contre sur ces 2 heures-là, si c'est ça qui est vraiment important, mettez toute votre énergie, tout votre focus sur ces 2 heures-là. ouais. Hem, Très bien, très bien. Donc, donc sur le pilotage, en fait, on a bien saisi, chaque lundi matin, vous vous dites où on en est sur, non pas les objectifs, mais plutôt les moyens, c'est-à-dire le nombre de rendez-vous que vous avez, le nombre de leads que vous avez. Et en fait, tu ajustes comme ça, c'est-à-dire, OK, il te manque des rendez-vous, donc si tu n'as pas assez de rendez-vous, tu n'auras pas assez de leads et donc tu n'y arriveras pas à tes objectifs. Donc, on va ajuster sur la partie prospection, phoning, et c'est ça que tu pilotes en fait. Alors c'est ça que je pilote et puis après on a le sujet des taux de conversion parce qu'effectivement il y a la quantité, mais il y a Ouais, aussi à un moment la qualité de l'action. Donc comme toute ouais, la chaîne est bien découpée dans les outils CRM et donc dans le tableau de bord, bah, en fait s'ils ont, par exemple beaucoup de leads qualifiés mais que ça donne par exemple peu de propositions, bah, là on va se rendre compte qu'il y a peut-être plutôt un sujet de qualité de l'action commerciale. Donc c'est plutôt un sujet de ouais, conversion. Donc là on va les coacher. Donc, chez nous tous les commerciaux ont un coach dédié. Il se trouve que c'est notre métier, donc on se l'applique à nous-mêmes et donc heu, ouais. ils ont un de nos experts en coach et ils ont 2 sessions de travail par mois, en coaching avec, un expert qui les aide à progresser sur la qualité de leur jeu commercial. D'accord, super. Super, bah écoute, on a débordé un Ouais. peu, mais bon, c'était vraiment hyper intéressant. Est-ce que avant qu'on passe aux dernières questions du podcast, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les trois parties qu'on a vues? Écoute, bah, déjà, c'est qu'on peut construire un système commercial, nous on l'a vécu. Donc si on s'organise Ouais, bien, si on le décide et si effectivement on est dans une PME et qu'on a envie d'avoir un revenu, un chiffre d'affaires qui devienne prévisible et je pense que pour beaucoup de dirigeants, d'avoir, les charges, on dit souvent qu'elles sont fixes en début d'année et que le revenu, ce qui génère du stress, c'est justement pas avoir de la prévision, sur ses ventes de manière, un peu plus certaine. Bah, en gros, si on s'y met de manière, sérieuse, approfondie, ça demande du boulot, mais on peut vraiment en 4 à 8 mois commencer à voir les effets, d'un système, commercial dans une PME et je pense que nous, on l'a vécu et vraiment c'est dur, c'est du boulot, mais c'est un vrai projet à part entière et au final, les efforts sont vraiment, payants, parce que quand on commence à avoir sa machine qui se règle un peu toute seule et où on arrive à prévoir ses ventes, c'est vrai que ça apporte quand même pas mal de sérénité et c'est aussi un facteur de rétention pour les équipes commerciales qui se disent: «Génial, je vais aussi être capable de prévoir mes ventes, donc de prévoir, mes coms». Donc ça a un facteur qui est favorable pour toute l'entreprise, pas uniquement pour le chef d'entreprise, mais aussi pour toutes les équipes. ouais, ben voilà, en fait, c'était ça aussi l'objet de cet épisode, c'était un peu comment rendre prévisible, alors les Américains disent predictable, les ventes. Mmh mh. Et tu nous as donné plusieurs règles d'or, hein, la spécialisation des tâches, le découper finalement en plusieurs étapes la vente. Ça aussi, c'est une méthode finalement qui est assez célèbre dans la gestion personnelle, dans le développement personnel. C'est de découper finalement un objectif en plein de petites étapes.
Et en fait, tu te rends beaucoup, enfin, tu te rends mieux compte de comment arriver à ton objectif en découpant à chaque fois les étapes, quoi. Ouais, complètement. Ça permet Je crois, d'être plus performant, ouais. ouais, je crois que ça s'appelle tout simplement Getting Things Done, cette méthode d'autogestion personnelle. Ouais, Ok, très bien, Dominique. On va passer aux dernières questions. bien sûr. Alors, est-ce que tu as un contenu à proposer aux auditeurs, que ce soit livre, audio ou vidéo, sur la vente Bah, moi, dans les bouquins ou sur l'entrepreneuriat, on peut. Ouais, sur l'entrepreneuriat, oui, alors sur la vente, effectivement, il y a toujours le bouquin, du spin selling qui est assez incontournable. J'aime bien aussi Pitch Anything. J'ai pas forcément toujours eu les auteurs en tête, mais votre moteur de recherche préféré les trouvera. Heu, tu il y trouveras. a Challenger Sales que j'aime beaucoup, qui est une version, plus moderne du spin selling, et qui est très puissante, notamment dans des ventes complexes, des ventes, à fort enjeu. Je trouve que c'est vraiment un set d'outils conversationnels qui est très efficace. J'aime bien les bouquins de Dale Carnegie, notamment How to Influence People. Je trouve que c'est efficace et ça permet de manière saine de trouver les moyens de faire bouger. On sait bien que le premier concurrent pour un commercial, c'est que le client ne fasse rien. Et donc le sujet d'aider un client à passer de l'inaction à l'action, c'est un vrai sujet et je trouve qu'il y a pas mal de techniques utiles dans ce livre-là. Donc voilà ce que j'aurais un peu comme lecture, que je trouve intéressante puis évidemment d'écouter les héros de la vente, toutes les semaines. Je dis ça, sans plaisanter parce que, typiquement, chez nous, ce qu'on a comme règle, c'est que tous les lundis matins, il y a un commercial qui doit écouter un podcast et qui doit le résumer pour le reste de l'équipe, tous les lundis matins. Ah Ça bon? fait partie de la session et ils adorent parce que, en fait, toutes les 5-6 semaines, ils auront écouté un podcast. Ils restituent aux autres et on sait bien que restituer, c'est le début de l'apprentissage, et en plus, c'est fun donc ça augmente le niveau de vente de tout le monde, collectivement donc je te partage aussi un tips, sur la manière d'utiliser les podcasts, des héros de la vente. Ouais, bien joué, bien joué. Donc, j'imagine celui qui va résumer ton podcast, il va avoir la pression. Ça va, il vit au quotidien le format, donc j'espère qu'il pourra en parler facilement. Mais ouais, ouais, c'est un bon format pour démarrer les réunions du lundi, de les impliquer de cette manière-là et c'est plus fun et en fait, comme ils le font pour l'équipe, il y a aussi cette notion de collectif. C'est-à-dire que, moi, je trouve que, la dimension individuelle du commercial, elle peut être importante, mais on voit bien que dans un monde complexe, on peut réussir un trimestre et pas réussir le trimestre d'après et donc je pense que c'est très important de développer la notion de collectif quand on est dans une équipe de vente. C'est pas je réussis tout seul, je fais mes coms. C'est comment l'équipe au global réussit à faire son trimestre. Et je pense que le fait de donner du temps pour les autres, c'est aussi quelque chose qui se mesure peut-être pas en chiffre d'affaires immédiat, mais qui fait partie de l'état d'esprit qu'ont envie de vivre des équipes performantes. Ok. Bon, bah écoute, merci pour ce contenu. Est-ce que tu as des outils ou des routines qui ça peut être des applications, le sport, des logiciels qui t'aident à être performant chaque jour? Est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus? Écoute, bah, on en a parlé de certains outils tout à l'heure, pour, enrichir la donnée. Il y a le fait effectivement, moi je trouve pour des commerciaux dans une ère moderne, bah, aussi d'aller chercher dans les podcasts, des bonnes pratiques et justement d'avoir cette curiosité de en permanence, vouloir progresser. Et puis après il y a effectivement dans le stack, il y a plein de petites routines qu'on trouve, qui permettent d'aller plus vite. Moi, il y a une technique que j'aime bien, qui est pas une routine, outil, mais qui est une technique que j'aime bien, c'est la technique des 4 D sur la gestion des emails parce que je vois ô combien ça reste un outil qui finalement peut-être pollue plus qu'il n'apporte d'informations. C'est la technique des Marines aux États-Unis. Les 4 D, c'est pour, la manière de gérer un email. Si, c'est pas pour moi, je l'efface, delete. Si, c'est à quelqu'un d'autre qui doit le faire, delegate, donc je transfère. Si je peux le faire en moins de 2 minutes, je le fais immédiatement et si ça prend plus de 2 minutes, je ne crée pas une tâche, je mets une activité dans mon agenda avec un créneau de 30 minutes ou de 15 minutes pour faire cette activité-là
Et sincèrement, ça fait, maintenant, je crois 10 ans que j'utilise cette technique et c'est extrêmement efficace pour avoir une boîte mail, quasiment, tout le temps vide, et où on est du coup beaucoup plus efficace parce que ce qui prend beaucoup de temps dans les emails, c'est qu'on passe son temps à relire ses emails, alors qu'avec cette technique des 4D, ça permet d'avoir une routine très efficace de traitement des emails. Donc les 2 derniers D, c'est done, c'est ça? Do or defer, ouais, exactement. Ah OK, OK. Delete, Do or delegate, differ. do or defer. OK, bah, super, superbe routine. Ouais, ouais. Hem, donc Dominique, on va finir l'interview parce qu'on a bien dépassé le timing. Est-ce que tu aurais si tu pouvais interviewer quelqu'un sur ce podcast, ce serait qui? Bah, il y a une personne que je trouve, sympa, inspirante et qui a une bonne vision de l'accélération et notamment dans le monde des PME. C'est le patron des accélérateurs de BPI France, qui est Guillaume Mortellier. Heu qui est Ouais. quelqu'un qui pilote, tous les programmes d'accélération et tout l'écosystème, pour faire grandir, les PME françaises, qui je trouve est un chouette projet auquel nous on souscrit parce que, voilà, 2/3 de notre clientèle, c'est aussi des PME et on pense que ça a un vrai impact quand elles se développent. Ça a un impact sur les territoires, sur l'emploi et donc je trouve que, une interview de Guillaume, serait, super riche pour toute la communauté. OK, bah, écoute, je vais lui proposer ça, rapidement. Écoute Dominique, merci, pour, ce super épisode. Je t'en prie. Merci Alexandre pour cette interview et puis cet échange. C'est super intéressant de partager et de le faire dans ce format-là. Donc, merci pour l'opportunité, de cette interview et de cette réflexion sur cette transformation vers une machine de vente. Merci à toi. Ouais, donc j'imagine qu'on peut te joindre, directement sur LinkedIn, si on a besoin d'en savoir plus. Oui, avec plaisir. Et bah, on te souhaite une très bonne continuation et puis n'hésitez pas à contacter Dominique si vous avez des questions sur l'implémentation d'une machine de vente dans notre entreprise ou sur du coaching commercial. Et n'oubliez pas aussi de noter, l'épisode, sur, Apple Podcasts. Ça me permet d'être plus visible, parmi, les les milliers de podcasts disponibles. Et donc, bah, à très bientôt Dominique. Merci encore. Merci Alexandre, merci à toi. Très bonne journée. À bientôt. Salut. À bientôt. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!